Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Frédéric Valtou, député Horizon de Seine-et-Marne. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Que faire pour l'installation des médecins? Comment éviter des déserts médicaux en Limousin, en Occitanie, comme à Paris, à Bordeaux? C'est ce qui se joue actuellement à l'Assemblée nationale et c'est vous qui portez la proposition de loi. Alors faisons le point. Aujourd'hui, 87% du territoire français est un désert médical. Ce sont les chiffres qui sont donnés, ça semble assez incroyable. Et 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Quelles en sont les raisons, justement? Les raisons, c'est une lente dégradation de notre système de santé, une longue crise qui s'est étirée depuis une trentaine d'années, avec plein de raisons, la création du numerus clausus, on a rationné la formation, mais aussi des exercices médicaux qui parfois font plus rêver les jeunes. Ça fait plus rêver un jeune de s'installer tout seul dans un cabinet de ville comme les médecins des années 70, 80, 90. Aujourd'hui, on aspire à travailler plus en équipe, on aspire à travailler différemment, un petit peu moins longtemps aussi, parce que le médecin familial tel qu'on le connaissait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il fait des heures. Et puis en même temps, il n'y a pas que la crise de la profession. Féminisation, par exemple, où des femmes ne veulent plus travailler à temps complet. Tous ces phénomènes ont joué. Oui. Et puis le fait aussi que la population française vieillit, donc la consommation de soins, elle est de plus en plus importante. Le besoin d'aller voir le médecin est de plus en plus important. La montée des maladies chroniques, mais avec cette difficulté aujourd'hui qu'il y a 600 000 Français qui ont une maladie chronique et qui n'ont pas de médecin traitant. Donc on voit bien les tensions sont extrêmes et on retrouvera de l'oxygène que malheureusement dans 5 à 10 ans. C'est-à-dire quand effectivement on a ouvert les vannes avec la suppression du numerus clausus, on a un petit peu ouvert les vannes, et un petit peu, plus 15% d'étudiants formés, c'est sans doute pas assez, mais chaque année ça progresse un peu, et donc ça permettra évidemment, mais dans quelques années, quand ils seront formés, de retrouver un peu d'aisance. Bon, alors, de quoi allez-vous décider véritablement cette semaine? Parce que j'ai vu qu'il y a une bataille. Par exemple, Guillaume Garot, le député socialiste, lui voulait vraiment une contrainte, c'est-à-dire à l'installation. À l'installation, c'est-à-dire que si des médecins voulaient s'installer dans des zones où il y avait déjà beaucoup de médecins, eh bien l'ARS ne donne pas l'autorisation. Voilà, c'est ça. Bon, pourquoi ça a été rejeté? En fait, c'était l'idée de soumettre les médecins au régime d'autorisation, comme le sont les pharmaciens, les infirmières, les kinés, qui ne s'installent pas où ils veulent, mais comme le sont aussi d'autres professions. Vous êtes notaire, vous n'allez pas vous installer où vous voulez, vous allez là où on a besoin de vous. Logique, finalement, non? Mais quelque part, c'est pas le principe mérite d'être réfléchi, mais il mérite d'être réfléchi dans des périodes où on a effectivement des effectifs de soignants suffisants pour bien équilibrer les forces dans un territoire. Aujourd'hui, le drame de notre du moment, c'est que on est en période de baso, c'est-à-dire on le disait, pas assez de soignants. Il y a pendant 5 à 10 ans plus de soignants parce qu'ils ont atteint l'âge du départ et parfois certains étirent après la retraite. Il y a plus de soignants qui vont quitter le métier que de jeunes qui vont s'installer. Et donc ce déficit, cette tension sur la démographie médicale fait que répartir, je veux dire, quelque part, la misère, ça rendra personne riche en médecins. Oui, mais c'était pour répartir sur le territoire. Par contre, réfléchir pour les années 2030, lorsqu'effectivement les effectifs vont augmenter, avec les professionnels, parce qu'il ne s'agit pas non plus peut-être de leur imposer quelque chose, mais à réfléchir à comment on organise une bonne répartition des forces médicales dans le territoire pour ne pas reproduire les erreurs du passé, cette concentration dans les territoires les plus attractifs, au bord de la mer, là où il fait beau, etc., des médecins. Ça, c'est à réfléchir, et ça, c'est un vrai sujet. Bon, mais alors pourquoi vous ne le faites pas maintenant? Parce que maintenant, tel que c'était fait, c'était faire peser sur les jeunes, et notamment sur ceux qui s'engagent, je veux dire, la réparation des fautes et la crainte peut-être aussi que certains, finalement, renoncent à cette vocation d'être médecin généraliste. On est aujourd'hui dans un système qui est très fragile, parce que on a peu de soignants, mais à tous les étages, ça va depuis les médecins jusqu'aux aides-soignantes dans les EHPAD, les infirmiers, infirmières, dans tous les métiers, il y a des tensions, il y a même maintenant des tensions chez les pharmaciens. Donc dans tous les métiers, il y a des tensions, donc c'est pas le moment, je veux dire, de braquer les gens. Il faut qu'on les emmène avec nous dans les évolutions, dans les réformes, c'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, cette proposition de loi que j'ai déposée, qu'on discute toute cette semaine, elle essaie de faire bouger des lignes. Alors voilà, c'est ça. Venons-en alors, Frédéric Valtou. Qu'est-ce que vous proposez précisément? On essaye de faire bouger les lignes, c'est-à-dire de faire plus coopérer dans les territoires les soignants, de permettre de dégager du temps médical pour les médecins, de s'appuyer finalement sur des coopérations, c'est-à-dire on propose aux soignants dans les territoires de faire émerger des modes de prise en charge qui soient différents d'un territoire à l'autre, mais adaptés aux besoins. Ça paraît un peu compliqué à dire, mais c'est l'idée que notre système de santé se réformera pas uniquement à coup de grandes lois cadres, et depuis Paris et depuis le ministère de la Santé, mais aussi depuis les territoires, c'est-à-dire que la prise en charge, eh bien, elle sera forcément différente
différemment organisé, je sais pas où, moi, dans le sud Alsace par rapport au nord Bretagne, mais c'est pas grave tant que la prise en charge des Français est meilleure. Donc c'est ça en fait l'enjeu. C'est aussi l'enjeu de mieux faire participer à la permanence des soins, c'est-à-dire trouver un docteur début de soirée, le week-end, les jours fériés, faire plus participer de soignants à la permanence des soins, que ça pèse pas uniquement sur l'hôpital et les 40% de généralistes qui la tiennent aujourd'hui à bout de bras, cette permanence des soins. C'est aussi continuer le combat contre l'intérim, qui est un cancer pour notre système de santé. Trop d'intérim, trop d'intérimaires, trop de recours à l'intérim et qui coûte très cher, et donc on interdit l'intérim en début de carrière. Voilà, donc c'est des mesures très concrètes pour essayer d'améliorer la très concrète, mais là on a l'impression quand même que ça va être aussi en fonction des régions, des décisions administratives. Ça va pas être un gloubi-boulga. Mais non, mais en fait la difficulté, si vous voulez, c'est que il faut bien qu'à un moment les gens se parlent. Et donc les collectivités locales, les médecins libéraux, les hospitaliers, si chacun continue dans son couloir, c'est ce qu'on vit depuis 40 ans. L'hospitalier fait de l'hôpital, le libéral fait du libéral, la collectivité essaye de recoudre derrière, de courir après, de trouver des médecins, d'aider les uns les autres, mais ils sont un peu démunis. Donc si tout le monde ne se parle pas, en y mettant les financeurs, c'est-à-dire l'État, l'assurance maladie, en y mettant les associations de patients qui, eux, ont des choses à dire aussi. Si à un moment, dans les territoires, ces gens-là ne se parlent pas, il n'y aura pas de coopération, il n'y aura pas de projet partagé. Alors d'accord, ils se parlent, mais comment s'organisent-ils? Par exemple, des gardes. L'obligation de garde a été supprimée. On dira, dans un territoire, je vais prendre mon exemple, le Sud-Seine-et-Marne. Moi, je suis député du Sud-Seine-et-Marne, Fontainebleau, Nemours, voilà, par là. Le Sud-Seine-et-Marne, comment vous vous organisez pour faire la permanence des soins? Donc on réunit les gens, ils s'organisent, et s'ils ne s'organisent pas, la RS dit mais qui, avec par exemple les médecins généralistes classiques, alors les médecins généralistes classiques les cliniques, les hôpitaux le font déjà en partie, les hôpitaux, les cliniques quand il y en a. Et effectivement, la grande nouveauté de ce texte, c'est que dorénavant, les cliniques vont participer à la permanence des soins. C'est-à-dire que quand un accident, par exemple, un accidenté de la route doit se faire opérer en urgence, jusqu'à présent, on l'emmenait 9 fois sur 10 sur le plateau technique de l'hôpital, dans le bloc opératoire de l'hôpital le plus proche. Là, maintenant, si la permanence des soins est assurée par la clinique, on ira à la clinique. Et ça soulagera aussi l'hôpital. C'est-à-dire on répartit mieux la permanence des soins entre les établissements. Et il n'y a pas de raison que les cliniques ne participent pas en nuit profonde, le week-end, les jours fériés, comme je disais. Bon, mais vous évitez les véritables contraintes, dans ce texte. Hein. Écoutez, vu la réaction de certains médecins, ils ont l'impression qu'on leur tord le bras. Non, moi, j'ai pas peur. Alors là, non, mais attendez, c'est pas le sujet. Frédéric Valtou, un peu parce qu'ils avaient déclenché un mouvement il n'y a pas si longtemps, les médecins. Il y en a encore qui appellent à des grèves contre ma proposition de loi, indépendamment de cette affaire de régulation. Donc ils trouvent déjà qu'on leur tord trop le bras. Après, il faut qu'ils comprennent aussi que les Français attendent d'eux qu'en responsabilité, ils fassent des propositions pour répondre à cette question des déserts médicaux, qui ne peut pas être simplement donner-nous plus d'argent et tout va aller mieux. Il y a aussi dans l'exercice, dans la pratique, dans la manière dont on répond aux Français à cette attente-là, des réponses qui doivent être plus structurées. Donc non, les syndicats, vous savez, enfin certains, pas tous, mais les syndicats les plus radicaux, les plus extrêmes, ceux qui font le plus de bruit souvent, ils continuent à être très est-ce qu'il ne faudrait pas passer aussi par une meilleure rémunération? C'est quand même l'un des soucis, en fait, chez eux, c'est ce qu'ils disent, en permanence. Ils sont submergés par la paperasse. Il y a la meilleure rémunération, il y a effectivement le trop de bureaucratie, mais je suis d'accord avec vous. Alors, la meilleure rémunération... Non, mais c'est pas avec moi, c'est avec eux. Mais avec la remarque que vous faites, pardon. Ouais. Mais c'est vrai que le revenu moyen d'un médecin généraliste, c'est 70 000, 80 000 euros par an. Donc, on peut pas dire que c'est un revenu moyen. Donc, ça reste une profession qui est accompagnée financièrement par la solidarité nationale. Maintenant, c'est vrai que la consultation à 25 euros, elle est trop basse. Bon, il faut continuer les discussions entre les uns et les autres pour qu'elle augmente. C'est vrai qu'il faut mieux accompagner. Puis surtout, il faut alléger. Vous l'estimez, cette consultation? Elle pourrait être à combien? C'est pas à moi de le dire. Ah non, mais vous travaillez sur le sujet. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'aujourd'hui, un tiers du revenu, en général, en moyenne, un tiers du revenu des médecins, si je parle des médecins généralistes, c'est aussi des forfaits qui sont plus élevés parce que les gens qui ont des maladies chroniques, on les accompagne avec des forfaits et pas simplement du financement à l'acte et à la consultation. Voilà, donc globalement, ça donne les chiffres que j'ai donnés, ce qui n'est pas non plus totalement indécent, ce qui est même un salaire dont beaucoup de Français rêveraient. Oui, bien sûr, mais ils vous diront, oui, c'est 10 ans d'études. Mais il faut les entendre, il faut que ces métiers-là soient plus attractifs, il faut mieux payer à l'hôpital et pas simplement que les médecins. On allait aussi, ça a été fait avec le Ségur de la Santé, il y a eu un effort de 10% de revalorisation salariale, ce qui est pas neutre. Malheureusement, l'inflation est passée par là. Donc voilà, le gouvernement, depuis 2-3 ans, fait des choses. Mais c'est vrai que le système de santé, c'est un énorme paquebot. Entre le moment où on donne un coup de barre et le moment où on le voit tourner dans le bon sens, il va se passer quelques années. Oui. C'est comme ça. Oui, alors c'est vrai, 10 ans d'études, mais en même temps, ces médecins, contrairement à d'autres, ils sont payés. Enfin, c'est l'État français qui paye leurs études, quoi. Et ils touchent même
à partir de troisième, quatrième année, effectivement, en internat, quoi. C'est la solidarité nationale, c'est les cotisations de vous, de moi, de tout le monde, de tous les Français qui effectivement financent. Et donc c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, un des enjeux, et c'est ma proposition de loi en est une expression, il y a d'autres sujets, mais un des enjeux, c'est de rééquilibrer entre ce que certains appelaient à une époque les droits et les devoirs, c'est-à-dire effectivement, vous êtes solvabilisé par la solidarité nationale, hein, vous êtes libéraux sur le papier, mais globalement, un architecte, un avocat, il n'a pas son activité solvabilisée par la solidarité nationale. Là, c'est le cas. Et la contrepartie, c'est de répondre à des missions d'intérêt général, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est une discussion qu'il faut trouver, c'est un point d'équilibre entre les uns et les autres. Est-ce que Frédéric Valletoux, vous dites, bon, ok, on rejette pour l'instant la contrainte, l'installation des médecins soumise à des conditions dans des territoires, la proposition de Guillaume Garot, mais si vous ne vous entendez pas là dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, on y viendra. Je pense qu'on y viendra si effectivement la profession elle-même, et c'est pas une question de semaine, pour moi c'est une question d'année, mais si la profession d'elle-même ne vient pas à faire des propositions, c'est-à-dire comment on assure la juste répartition des forces médicales dans le territoire français. Ça c'est majeur, c'est important, pour pas refaire les erreurs du passé, c'est-à-dire la concentration, là où les zones sont les plus sympathiques, des forces médicales. Il y a un seul chiffre, un quart des spécialistes sont sur 5% du territoire. Je suis désolé, là il y a un problème. Oui, c'est ça. Votre loi ne touche pas à la liberté d'installation des médecins. C'est ce que vous assurez ce matin. Oui, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Mais par contre, un jour, il faudra vraiment se poser la question, mais pas en hurlant, pas en étant agressif sur les réseaux sociaux, comme moi je reçois depuis 3 semaines des centaines de messages tous les jours pour me dire que je suis un incapable, bref. Mais par contre, en se mettant autour de la table pour essayer de construire un système qui correspond aussi à ce que les Français attendent. On ne travaille pas que pour soi, on travaille pour les Français. Oui, Frédéric Valletoux, vous êtes député Horizon. Un dernier mot, il y a du remaniement dans l'air. Est-ce que vous-même, vous pourriez rentrer au gouvernement ou des membres d'Horizon? Édouard Philippe, il pourrait revenir ou pas? Alors, des membres d'Horizon, moi je le souhaite, puisque finalement aujourd'hui on est une composante importante, on est la 3e partie de la majorité, et je pense qu'il faut qu'on soit présent à notre juste place, c'est-à-dire sur des présents autour de la table du gouvernement. Y compris par exemple Édouard Philippe, est-ce qu'il pourrait revenir? Je ne sais pas, ça c'est lui de le dire, c'est surtout au président d'y penser, j'ai pas d'informations. Mais vous ne seriez pas contre le fait qu'il revienne au gouvernement? Édouard Philippe, c'est une personnalité, tous les sondages et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, qui est importante. Ça a été un allié depuis le début du gouvernement. On l'a vu pendant les retraites, et à chaque fois sa parole est loyale et fidèle au président de la République. Donc ça sera au président de la République et à lui-même, Édouard Philippe, d'en discuter tous les deux entre eux. Oui, et je crois qu'il doit déjeuner aussi, oui, c'est ça, avec la première ministre. Dans la presse comme vous, j'ai lu qu'ils s'étaient vus ces jours-ci, qui se parlent en ce moment. Donc je ne peux pas vous dire évidemment de quoi ils se parlent, je n'en sais absolument rien. Merci Frédéric Valletoux. Et donc cette proposition de loi jusqu'à la fin de la semaine, a priori. Député Horizon de Seine-et-Marne, merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.